Bonjour, je vous accueille avec beaucoup de plaisir au nom de la mairie du 17e et de ses élus. On a avec nous l'élu en charge des questions de l'urbanisme et de logement. Elle va s'exprimer pour nous accueillir tout à l'heure, mais aussi au nom de l'UNIS du Grand Paris. L'UNIS, c'est en Île-de-France et dans le Grand Paris, l'organisation leader qui rassemble l'ensemble des professions de la filière immobilière, des métiers d'ailleurs de la construction jusqu'à ceux des services. On va sans doute beaucoup plus parler aujourd'hui des services puisque on a avec nous, et ce moment est fait pour eux, pour vous, des habitants de cet arrondissement du 17e, peut-être des professionnels, mais surtout des habitants qui sont des utilisateurs des services des professionnels immobiliers qui vivent dans nos immeubles et qui dans cette période particulière de confinement, rencontrent des difficultés ou seulement des problématiques, des situations nouvelles. On va essayer de les éclairer, peut-être de les éclairer aussi. On sait depuis hier, après le discours du Premier ministre, quand aura lieu le confinement, de quelle manière. On sait qu'il y a une vraie progressivité, mais enfin, très clairement, le 11 mai va marquer une étape. On peut donc déjà anticiper sur la manière de vivre dans nos immeubles, d'acheter, de vendre, de gérer, de faire gérer, d'avoir des relations avec des locataires ou à l'inverse avec des propriétaires bailleurs. Ce seront tous les sujets qu'on va aborder pendant ces 2 heures. Le menu est copieux. C'est la deuxième réunion de ce type. On s'est déjà réunis il y a 3 semaines. Alors, les questions, incontestablement, ne seront pas les mêmes, du temps à passer. On y voit clair sur certains sujets, beaucoup plus clairs. Des textes ont été pris, stabilisés. Des pratiques ont changé chez les professionnels, chez les particuliers. Mais il reste encore incontestablement beaucoup d'inconnus et d'interrogations. Alors, on va essayer d'y répondre avec des experts que je vous présente. J'ai commencé, mais elle va s'exprimer tout à l'heure par citer, sans donner son nom, Agnès Toury. Madame, je vous salue avec beaucoup de plaisir. Alors, on est chez vous, hein, voilà, on est dans le 17e arrondissement. Vous avez la responsabilité du logement et de l'urbanisme. Et vous parlez aussi aujourd'hui au nom de Geoffroy Boulard, le maire du 17e, conseiller de Paris, conseiller métropolitain, qui a été empêché à la dernière minute, mais qui a voulu ces réunions d'information. Je vous donne volontiers la parole avant de présenter les autres experts à qui je vais confier un propos spécialisé selon leur métier. Madame Toury. Et merci, Monsieur Bizicazo, président de l'INSI, d'animer toujours avec autant de professionnalisme ces webinaires, mais même les réunions que l'on organise en mairie. Écoutez, oui, la première chose. Je vous prie d'excuser effectivement le fait que Geoffroy Boulard ne soit pas là. Il aurait aimé être là, bien sûr, mais malheureusement, il a été retenu. Remercier l'UNIS pour son partenariat avec la mairie du 17e, avec cette fois-ci la participation de l'ADIL de Paris, qui pourra répondre également à des questions beaucoup plus pointues sur des questions juridiques. Voilà. Les webinaires, comme vous l'avez dit, il s'agit du deuxième webinaire. Le premier s'est tenu le 8 avril et ils ont pour objet d'informer les habitants du 17e, que je remercie d'être présents aujourd'hui, sur les sujets liés au logement en période de confinement, car il y a beaucoup de questions et je pense que la dernière fois, déjà beaucoup de questions avaient été répondues. Mais comme vous le dites, les choses évoluent, il y a des annonces, on s'approche du déconfinement, donc les questions vont être un petit peu différentes. Et puis les participants aussi sont un peu différents cette fois-ci, donc je pense que ça va apporter une richesse à l'échange. Donc merci à tous. Je vous laisse citer effectivement, pour que ce ne soit pas redondant, mais je remercie tous les participants et les intervenants aujourd'hui pour ce webinaire. Merci beaucoup, madame. Alors, je vais d'abord accueillir ceux qui, avec vous, sont puissance invitante, hein, les deux présidents délégués de l'UNIS du Grand Paris, François-Emmanuel Borel et Benjamin Darmouni. Je vous laisse dire un mot d'accueil à l'un et à l'autre. Bonjour à tous. François-Emmanuel, merci. Et Benjamin, à sa suite. Bonjour à tous.
Merci Benjamin. Avec nous, je l'ai dit, des spécialistes. Alors, on a cité, Madame Toury a cité une institution pour tous les habitants de toutes les villes de France, d'ailleurs, de tous les départements de France. Ce sont les associations départementales d'information pour le logement. La DIL 75 est avec nous. Elle est représentée par Marie Ribeiro, responsable du pôle juridique de la DIL de Paris. Madame Ribeiro, je vous accueille avec plaisir. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là. Je précise d'ailleurs, Madame Toury l'a dit, l'a sous-entendu, que la DIL n'a pas cessé de travailler pendant cette période de confinement. Vous avez continué à donner des consultations et donc vous êtes avec nous, je dirais, en connaissance de cause, en connaissance des préoccupations des ménages. Vous les conseillez à longueur d'année. Il n'y a pas eu de parenthèse dans cette période de confinement. Alors, la parenthèse, c'est sur le présentiel. Effectivement, Voilà. bah oui, voilà, les rendez-vous physiques se sont arrêtés. Mais en revanche, nous avons continué d'informer les personnes par téléphone et également par mail sur notre boîte info @adil75.org. Donc, notre activité ne s'est pas arrêtée effectivement et on continue effectivement tous les jours d'avoir des demandes par téléphone ou par mail. Merci beaucoup. Une experte aussi, alors de l'univers de l'immobilier en général, avec un regard extrêmement spécialisé sur les questions de rapports locatifs et de rapports commerciaux. Valérie Oisan, vous êtes avocate, associée dans un cabinet bien connu des professionnels de l'immobilier, notamment à Paris, le cabinet Jacquin Maruani. Je vous accueille à votre tour. Vous êtes avec nous. Bonjour, ravie, Bonjour, merci maître. beaucoup. Je suis ravie de participer Merci. à ce webinaire et de pouvoir participer et de répondre aux questions des habitants du 17e arrondissement avec effectivement mon aspect, j'allais dire, juriste, avocat. Donc, on va essayer de répondre au mieux aux questions des habitants. Parfait. Alors, vous savez qu'en même temps que nous allons parler et déjà donner un certain nombre d'informations, un chat se déroule et que donc tous ceux qui sont des participants, habitants du 17e, vont pouvoir poser des questions simultanément. Chacun de nos débatteurs peut y répondre lorsqu'il sent que la question le ou la concerne. Et puis moi-même, j'ai accès à ces questions. Elles me permettent de relancer ou d'approfondir si nous oublions des choses. Donc, je vous propose de faire ce travail d'information de nos participants, d'abord en faisant un tour de piste, alors je le dis par spécialité, état des lieux dans chacun des grands domaines. Alors, les grands domaines, c'est la copropriété, ce sont les rapports entre propriétaires et locataires et la gestion locative, la gestion des biens des investisseurs. C'est aussi la transaction, bien sûr. Elle s'est ralentie sans s'annuler complètement. On a continué à pouvoir acheter ou vendre des biens, mais ça va évidemment redémarrer. Et puis, des questions particulières dont on sait que la mairie du 17e y tient pour des vraies préoccupations. Questions de troubles de voisinage nous ont été signalées comme exigeant qu'on s'y attarde particulièrement aujourd'hui. Alors, est-ce que cette période a renforcé cette question? Oui, incontestablement, parce que nous avons tous vécu dans nos immeubles, essentiellement des immeubles, même s'il y a quelques maisons dans Paris. En tout état de cause, le voisinage qui était occasionnel lorsque les uns et les autres allaient travailler ou vivaient en dehors de leur logement, naturellement prend une dimension particulière. On va donc y revenir. Je vais commencer par donner la parole. Allez, on va parler d'abord de copropriété. François-Emmanuel Borel, j'ai dit de vous comme de Benjamin que vous étiez pilote de l'UNIS du Grand Paris. Vous êtes d'abord des professionnels, donc vous êtes l'un comme l'autre des administrateurs de biens. Vous faites aussi des transactions, donc tous ces sujets-là, vous les voyez et vous n'avez pas cessé de les voir, vous non plus, pendant ces 2 mois, pas tout à fait, de confinement. François-Emmanuel, en matière de copropriété, un petit état des lieux, et incontestablement, ce ne sera pas le même qu'il y a 3 semaines, Mme Toury l'a dit.
Comment vit-on en copropriété aujourd'hui? Quelles questions ont été résolues par les textes? On a beaucoup éclairé d'ailleurs les pouvoirs publics, hein, vous y avez contribué, donc des textes ont dû être pris, ajustés dans l'urgence pour permettre cette continuation de la vie en copropriété. Qu'est-ce qui reste comme difficulté? Quels problèmes vos clients, c'est-à-dire les copropriétés, les copropriétaires, les conseils syndicaux, portent-ils à votre connaissance? Sur quoi vous interroge-t-on? Et puis vos propres interrogations sur demain. Et maintenant, il s'agit vraiment de demain. Encore une fois, on parle d'une prospective à 10 jours. C'est donc vraiment déjà sous nos yeux. Et il faut qu'on anticipe cette deuxième vie après le confinement au sein des copropriétés. Et bien sûr, les questions nous permettront de compléter et de préciser. Merci Henri. Ce sont énormément de questions que vous m'avez posées là. Alors, tout d'abord, l'UNIS, je le rappelle, c'est le premier syndicat de la gestion immobilière. Donc, à ce titre-là, aussi bien les syndics que les gérants. Et pour ma part, je fais partie de la CNEC, la Chambre nationale des experts en copropriété. Donc, aussi bien l'UNIS que la CNEC ou différents organismes ont pu en effet intercéder auprès du gouvernement, auprès des parlementaires, pour avoir des dispositions qui soient rapidement prises au niveau de la copropriété. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est retrouvé comme tout un chacun immobilisé de façon très subite. Et nous étions dans un moment où la convocation d'Assemblée générale battait son plein. À l'échelle de ma société, c'était à peu près 15% des assemblées générales qui avaient été convoquées sur cette période à venir d'un mois. Donc, on voit bien que c'est 15% des copropriétés francilienne, parisienne ou celle du 17e, c'est considérable. Donc, on a dû assez rapidement annuler ces convocations et donc revenir sur des projets, revenir sur des différents sujets qui pouvaient avoir de l'importance ou certaines urgences. Néanmoins, je pense que tout un chacun a été extrêmement... j'ai été stupéfait, moi, par la sérénité, finalement, qui s'est emparée des Parisiens. Et tout le monde a pris beaucoup de recul sur la situation. Et finalement, tout ce qui était grave avait perdu un peu de sens à cette occasion-là. Donc, on a attendu d'abord quelques textes qui ont mis une petite dizaine de jours, mais ça se comprend bien pour se mettre en œuvre, parce que c'est tout un dispositif législatif finalement qui a été mis en place, donc avec différents échanges, avec quand même une consultation qui a été faite des professionnels, et ça, je dois quand même dire que c'était assez remarquable. Les corps intermédiaires ont vraiment repris du sens, que ce soit les syndicats professionnels, les organisations patronales, y compris salariales. Donc, ça a été tout d'abord des dispositions qui ont été prises pour les gardiennes, la continuité de service, puisque c'était les premières personnes à intervenir d'un point de vue sanitaire au sein des copropriétés, donc les gestes barrières, certes, mais également tout ce qui était l'entretien, le nettoyage, la désinfection des parties communes, insister sur différents points de contact, les barres d'appui, les boutons, etc. Et puis, les différents affichages, parce que on a eu besoin de sensibiliser les copropriétaires, voire même tous les occupants de l'immeuble, à ces dispositions. Donc, on a assez rapidement diffusé, c'est-à-dire dans les 10 jours, des notes pour informer les différents usagers de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, comme par exemple la réception de colis, qui était assez importante au sein des loges, pour éviter vraiment qu'il y ait des contacts. Assez rapidement aussi, on a été confronté à la maladie, parce que ce soit les gardiennes ou des copropriétaires sont tombés malades. Et de ce fait-là, il y a eu des dispositions, des sensibilisations qui ont dû être faites, certainement pas d'ostracisation de ces personnes-là, ne pas les désigner, tout corps comme le corps médical, finalement. Tout de suite, on a eu des remontées sur des signalements qui étaient faits concernant des médecins qui recevaient de la patientèle dans les parties communes. Donc, il a fallu organiser tout cela. Ça a été un travail assez considérable de communication et de sensibilisation auprès des différents occupants de l'immeuble ou des professionnels. Et puis, avec le temps, d'un point de vue juridique, d'abord, les choses se sont organisées avec le report. Donc, il y a eu une disposition sur la période d'urgence sanitaire qui indiquait qu'un mois après celle-ci, finalement, les mandats étaient renouvelés pour une période de 6 mois. Alors,
à ce moment-là, on a bien vu que le texte avait été rédigé assez rapidement et de ce fait avait omis une grande partie de fin des mandats était au 30 juin et n'aurait pas été concernée. Enfin, tout ça a été rectifié depuis, en fait, pas plus tard que la semaine dernière, pour finalement étendre très largement ce délai-là, ce qui laissera quand même encore certaines interrogations, parce que à mesure que l'on voit cette période de déconfinement s'allonger, il y a d'autres échéances qui tombent, comme celle des 30 septembre, qu'on ne tiendra pas non plus dans des délais qui permettront de le faire sereinement. Donc, il y aura des ajustements, certainement. Et puis, la vie des immeubles s'est organisée. Alors, elle s'est organisée progressivement. On a pu nous continuer de faire intervenir, et je dois les saluer, tous les prestataires d'entretien, que ce soit les ascensoristes, les chauffagistes, puisqu'on est dans une période où il y a du chauffage, mais aussi tout ce qui était, certes, les sociétés d'entretien de nettoyage, mais également de plomberie en intervention rapide ou les électriciens quand ça a été requis. Et au bout de, en fait, les gens se mettant petit à petit dans ce confinement, nous avons dû faire cesser quand même les travaux qui étaient en cours et qui étaient non urgents, pour des raisons assez évidentes, parce que quand vous faites un ravalement, un piochage, vous tapez sur la façade derrière laquelle les gens sont tout au long de la journée, ce n'était pas possible. Et puis, il y a quelques travaux urgents que l'on a dû maintenir. Quand on remplace un réseau d'évacuation d'eau, on ne peut pas cesser, bien évidemment, de pourvoir ce service-là. Mais aussi, on a été confronté à ces problèmes de troubles de voisinage. Je pense que c'était le point assez sensible. Alors, aussi bien, au début, on avait eu vraiment des problèmes de particuliers qui faisaient des travaux ménagers chez eux à des périodes ou à des moments un peu inconvenants. On a eu les problèmes de répétition de musique. Mais on a aussi des professionnels, parce que petit à petit, ils se sont mis à retravailler. Et quand, par exemple, un point de livraison était peu gênant pour la copropriété, eh bien, en effet, avec la mixité de cette population qui n'était pas au travail, nous avons eu le problème de ces livraisons qui pouvaient être, en effet, causer des désagréments. D'accord. Une question sur les précautions sanitaires. Alors, les entreprises qui sont intervenues, je commence par la toute fin de votre propos, il leur appartenait, ils ont eu un guide de bonne pratique, on en a beaucoup parlé, il leur appartenait de prendre des précautions sanitaires pour leurs équipes, pour leur personnel. Ça, c'est une chose. S'agissant des gardiens concierges que vous avez cités, vous avez parlé de la didactique, des précautions qu'il fallait prendre. Et en matière d'équipement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, et ça va encore durer au-delà même, on l'a entendu très clairement hier du 11, il va y avoir des précautions et même on va les prendre peut-être même lorsqu'on ne les prenait pas. Je pense au port du masque, je pense à des gants, à un certain nombre d'équipements selon les situations qu'on portera. Distance sociale, effectivement. De ce point de vue-là, est-ce que les copropriétés sont équipées pour les semaines qui viennent, pas seulement pour les 10 jours qui viennent, mais pour les semaines qui viennent? Alors là est une vraie difficulté. Initialement, il faut se remettre dans un contexte qui n'est pas si éloigné, mais on avait quand même pu avoir accès à du gel hydroalcoolique sans trop de difficultés. On a eu des problèmes de gants, où on a demandé aux gardiennes très clairement d'aller dans les surfaces ménagères pour pouvoir se pourvoir, en prévoyant un remboursement assez rapide de ces frais qui étaient avancés. Et quant aux masques, puisque c'est un sujet que maintenant tout le monde maîtrise parfaitement, ils étaient prioritairement adressés au corps médical et auquel cas nous n'y avions pas accès. Nous devons dire que plus particulièrement les mairies, et je tiens à saluer celle du 17e arrondissement, ont bien eu conscience du fait qu'il fallait équiper ces salariés qui sont directement exposés à de la circulation, beaucoup de contacts finalement avec l'extérieur, contrairement à beaucoup d'autres personnes, eh bien, devaient être équipés de masques. Et la mairie du 17e notamment a fait un gros effort pour justement orienter ces masques-là vers le personnel d'entretien des copropriétés. Ce qui est aussi indispensable pour elles que pour les occupants de l'immeuble avec lesquels potentiellement elles pouvaient être en contact, parce que je rappelle qu'il y a beaucoup de personnes qui sont isolées au sein des copropriétés et elles maintiennent ce lien social et de vie avec chacun d'entre eux. Donc, c'est un point de relais qui est extrêmement important de communication au sein des immeubles.
Donc, bien évidemment, elles sont exposées. C'est de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, donc des copropriétaires, de pourvoir à l'équipement de son personnel, puisque ce sont des proposés, donc des salariés du syndicat des copropriétaires, pas du syndic. De la même façon, quand on fait intervenir une entreprise, même d'entretien, il faut pouvoir la mettre en disposition de pouvoir intervenir dans des conditions de sécurité optimales. Et il est notre responsabilité d'arrêter de maintenir ou pas certaines prestations de travaux ou même d'entretien si en effet les conditions ne sont pas requises. D'accord. Une question qui est celle, et toujours en parlant des mêmes personnes, des mêmes personnels, des gardiens concierges, les primes. Bon, il a été très vite émis l'idée que ces personnels-là, qui faisaient des efforts particuliers, qui continuaient à s'exposer, hein, finalement, puisqu'elles ne se confinaient pas au sens où beaucoup l'ont fait, méritaient une prime. Alors, ces primes, on parle là du budget des copropriétés, naturellement, ce n'est pas des primes d'État. Il faut les décider, on parle d'argent, dans les copropriétés, il y a des modes de décision. Est-ce qu'on y voit clair là-dessus? Parce qu'à la fois, il y avait l'urgence, parle de choses qu'il faut tout de suite mettre à disposition. Et puis, ça se heurte, comme souvent dans la copropriété, à une certaine viscosité, hein, parce que voilà, il y a des processus, on ne fait pas n'importe quoi. Oui. C'est un sujet qui maintenant est remonté depuis 10 jours. Quand la disposition de cette fameuse prime, je le rappelle, à l'occasion, c'était en effet des Gilets jaunes, c'était apporter du pouvoir d'achat aux personnes dont les rémunérations étaient les plus faibles. Donc, c'était des montants qui étaient défiscalisés socialement pour les différents personnels. Et de ce fait-là, il y a réitération pour potentiellement les gardiennes. Donc, en effet, on a la possibilité de pouvoir fournir une... Alors, je suis navré, je suis confiné. Je peux l'entendre. Et donc, voilà. On est un peu dans l'intimité les uns des autres, hein, c'est clair. Voilà. Mais François-Emmanuel, vous préférez que je donne la parole à quelqu'un d'autre et on revient vers vous après? Allez, on va faire ça. Alors, on reparlera. Une chose aussi qui m'est signalée, pour ne pas oublier, je le dis immédiatement, c'est que les fournisseurs de produits sanitaires seraient en rupture et que les prix s'envolent. Voilà. Donc, au-delà de la mise à disposition… Alors, il y a un maintien des prix. Hein. Il y a un maintien des prix. En effet, là, on a pu pouvoir passer les premières commandes massives. Alors, d'abord, la problématique de ces commandes, c'est savoir auprès de qui on les commande. Parce qu'en fait, on se retrouve avec les mêmes problématiques que ce que l'on peut avoir d'un point de vue national. C'est-à-dire qu'on ne va pas commander des produits qui seraient inappropriés. Donc, il faut qu'ils puissent répondre aux différents. Donc, il a fallu s'assurer de la filière que l'on utilisait pour s'approvisionner en masques. Donc, de ce fait-là, on doit aussi reconnaître le travail considérable des gardiennes parce qu'elles ont elles-mêmes pourvu à leur propre équipement. Et donc, on s'est assuré, donc ça a été à nouveau des coups de téléphone, on va dire, pour chacune d'entre elles, pour savoir exactement quel était leur niveau d'équipement et comment elles avaient pu elles-mêmes se procurer éventuellement différents produits, différents outils pour se préserver. Donc, appeler, c'était quelque chose de nécessaire. Et puis donc, se pourvoir de ces équipements. Et on ne peut pas dire que là, on reçoit un afflux considérable de propositions de commandes. Alors, sur la région Île-de-France, puisque la région avait indiqué qu'elle faisait une énorme centrale d'achat, là, je dois reconnaître qu'elle a certainement été dépassée par l'afflux de demandes parce qu'on a reçu, en effet, pour avoir fait ces demandes pour les salariés, on a finalement été réadressé vers les différents prestataires et fournisseurs. Pour la prime Macron, je reviens, je suis désolé pour l'incident de tout à l'heure, la prime Macron, oui, c'est un débat à avoir. Néanmoins, moi, je ne peux pas, en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires, prendre d'initiative sur le versement d'une prime. Donc, on peut déjà avoir une pré-demande sur le conseil syndical. Le conseil syndical, c'est ça. Éventuellement, le faire ratifier en assemblée générale. Bon. Et on voit mal dans ces circonstances, parce qu'il y a aussi l'ambiance générale, il n'y a pas que le droit. On voit mal dans ces circonstances une assemblée générale et un syndicat des copropriétaires désavouer sur ce sujet le conseil syndical. Je ne sais pas. Bon.
Voilà, sais pas. je suis peut-être un peu optimiste. Parce qu'en fait, non, mais c'est des choses qui… Alors, je vais vous dire, maintenant, il faut avouer les choses hein, telles qu'elles le sont. C'est qu'un conseil syndical qui s'investit considérablement dans une copropriété a nécessairement, déjà, il est présent sur place la plupart du temps. Bien sûr. Nécessairement une relation avec la gardienne ou le gardien qui est bien plus élaborée que celle que peut avoir quelqu'un qui ne fait que passer dans la journée. Donc, ils n'ont pas du tout la même sensibilité vis-à-vis du gardien. Donc, parfois, le conseil syndical, c'est très bien qu'il peut s'appuyer sur le gardien, donc il y a une relation de travail continu, ce que n'ont pas forcément tous les propriétaires. Donc, juridiquement, on verra ce qu'il il faut en rester est. vraiment très méticuleux sur la façon dont on présente les choses et d'être sûr de pouvoir avoir un consensus au sein de la copropriété. Tout autant les personnes qui ont une longue date et pour lesquelles la question s'est déjà posée, où on a eu un accord, il n'y a pas de problème. Là où on sait qu'il y a un peu plus de sensibilité, il faut faire attention. Parfait. Je voudrais que Marie Ribeiro nous dise, alors d'abord largement, on a entendu beaucoup de choses et j'en remercie de la part de François-Emmanuel qui a fait, comme je l'avais souhaité, un panorama des sujets résolus ou encore en suspens, hein, sachant que les textes, en tout cas, désormais, je crois qu'on peut dire qu'ils ne bougeront plus. Donc maintenant, c'est dans les pratiques et c'est dans la lecture de ces textes que des problèmes peuvent se poser. Il a parlé des troubles de voisinage. Je voudrais que Marie Ribeiro nous donne sa lecture, mais peut-être plus largement nous dise si des questions qui n'auraient pas été évoquées ont été posées à la DIL de Paris, des questions qui se poseraient aux Parisiens et à ceux qui habitent le 17e notamment. Alors, en ce qui concerne les problèmes Je parle de copropriété. Hein. On est toujours en copropriété. On parlera de relations locatives ensuite. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'utilisation des parties communes dans les immeubles en copropriété, les questions qui nous ont été posées sont essentiellement l'usage, on va dire, des parties communes pour permettre aux personnes, évidemment, de sortir, puisque les déplacements sur la voie publique étant très restreints, la liberté d'aller et venir ayant été considérablement restreinte avec ces attestations de déplacement dérogatoires, eh bien, oui, il y a des personnes qui souhaitaient plus largement sortir à l'intérieur des cours, jardins, des parties communes. Et donc, on a eu des questions de ce type. Est-ce qu'effectivement, on peut sortir beaucoup plus largement dans les parties communes? Est-ce qu'on peut faire son sport dans les escaliers des parties communes? Donc, on a eu ce type de questions, en fait, pratiques, parce que les personnes avaient besoin de sortir, de s'évader, et ne le pouvant pas sur la voie publique, retournaient vers les parties communes des immeubles, en fait. Alors, les réponses, d'ailleurs, là-dessus, là, on parle des questions qui ne sont pas illégitimes. Hein. Est-ce que je peux, je sais pas, faire jouer les enfants dans une cour ou un jardin si la copropriété en dispose? Quelle réponse aujourd'hui, d'autant qu'elle reste valable, non seulement pendant les 10 jours, mais on l'a entendu hier, au-delà, en tout cas par précaution, sûrement au-delà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'usage de ces parties communes? Alors tout d'abord, il faut vérifier, si vous voulez, si les règlements de copropriété ne restreignent pas l'usage de ces parties communes. Vous avez parfois des clauses dans les règlements de copropriété qui vont restreindre certaines parties de jardin, par exemple, qui ne vont pas pouvoir être utilisées pour se promener ou pour jouer au ballon ou promener son animal. Donc, ces clauses, à partir du moment où elles existent dans le règlement de copropriété, elles continuent de s'appliquer, confinement ou pas confinement. En revanche, lorsqu'il n'y a pas ce type de clause dans les règlements de copropriété qui restreignent l'usage pour les copropriétaires des parties communes, eh bien, il n'y a pas lieu effectivement d'interdire. Formellement, on ne le peut pas puisque c'est le règlement de copropriété et donc ça sous-entendrait qu'une assemblée générale de copropriété vienne modifier le règlement de copropriété et voilà, il n'est pas possible. Voilà, les assemblées générales ayant été repoussées,
ce n'est pas possible. Alors, par contre, il est tout à fait quand même envisageable, notamment pour les syndics de copropriété, de rappeler qu'effectivement, les gestes barrières doivent continuer d'être respectés, même dans les parties communes, même dans les cours, même dans les jardins. Et voilà, rappeler à tout le monde que cette protection, elle s'applique à tous et qu'il en va de la santé de tous. Voilà. Sur la question des conflits de voisinage, est-ce que vous en avez vu une recrudescence parce que tout d'un coup, on a tous vécu ensemble en permanence, sans relâche, ou est-ce que ce problème n'a pas été particulièrement majoré pendant le confinement? Pas particulièrement majoré, mais évidemment, les problèmes de voisinage existent au quotidien avec ou sans confinement. Je dirais que la différence, c'est que il n'y a plus de bruit de circulation, hein, et donc tout est concentré voilà, dans les Il y a des immeubles. nuisances qui ont disparu. Voilà. Les personnes, elles sont certainement beaucoup plus stressées également par cette situation qui est inédite. Donc, il y a plus de préoccupations qui fait qu'il y a, on va dire, plus d'intolérance au bruit de son voisin, si vous voulez. Oui. Donc, évidemment, il faut rappeler que toutes les personnes ont une obligation, hein, c'est d'user paisiblement de son logement, éviter de faire le bruit et qui va gêner le voisinage, mais c'est extrêmement compliqué quand on a des enfants qui sont à la maison toute la journée. Donc, c'est vrai que les animaux aussi, on peut moins promener, des gens qui travaillent, donc forcément, en plus des bruits d'aspirateur ou de télévision que l'on rencontre régulièrement, il y a forcément plus de bruit au quotidien provenant des appartements des voisins. Et donc, ça fait partie des inconvénients, effectivement, du voisinage qu'on doit accepter. Après, il peut y avoir effectivement des comportements excessifs, anormaux, qui ont pu apparaître de la part de certaines personnes ou qui se sont accrus du fait du confinement de certaines personnes. Ces comportements-là, évidemment, doivent être restreints au maximum et on doit pouvoir lutter contre ces comportements abusifs, on va dire. Très bien. Merci beaucoup. On pourra revenir notamment avec des questions sur la copropriété. On me signale, je vous dis avoir accès à ce que nos participants pensent ou veulent nous dire que dans de nombreuses copropriétés, les gardiens ne porteraient pas de masque. Alors, ne sont-ils pas équipés? N'ont-ils pas eu les alertes, la formation qu'évoquait François-Emmanuel? Je ne sais pas, mais voilà, je le signale. En tout cas, on est là pour dire ce qu'il est bon de faire, ce qui a été fait très généralement, mais on sait aussi qu'il y a des exceptions. Je voudrais qu'on parle de… Et d'ailleurs, oui, si je peux me permettre, bien sûr. tout au long de la carrière d'un gardien, nous avons des obligations de formation. C'est exact. Pendant très longtemps, elles étaient un peu déniées par les copropriétés en disant que c'était inutile. Et puis finalement, ce sont dans ces moments-là où on se rend compte que ces urgences-là, quand on leur a appris les gestes qui sauvaient, l'utilisation des produits d'entretien, la correcte utilisation, ne pas mélanger différents produits, mais aussi le port des chaussures, le port des masques quand ils sont nécessaires. Tout ça fait que finalement, on a beaucoup négligé ces aspects-là en pensant que c'était acquis. Et en définitive, on se rend bien compte que aussi, même s'il a un masque, un gardien peut ne pas le mettre parce que justement, il considère que ça le gêne dans son travail. Il va falloir vraiment changer d'habitude. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et on ne peut pas dire que désormais, quelqu'un ne puisse pas se construire lui-même un masque. Ce n'est pas vrai. Non, mais je crois on n'a pas fini de faire l'exégèse du discours du Premier ministre, hein, mais enfin, globalement, il y a ce qui va être obligé ou ce à quoi on va être moins astreint, parce qu'il va se passer quelque chose, on va être pour partie libéré. Très clairement, il y a une injonction aujourd'hui de précaution. Le port du masque doit se généraliser. On ne parle pas seulement des gardiens concierges d'ailleurs, mais spécialement des personnes très exposées aux rencontres multiples. Rapport locatif. Alors, rapport locatif, je voudrais qu'on en parle avec Benjamin Darmouni d'abord, ensuite avec Valérie Oisan. Quand on parle de rapport entre propriétaires et locataires, il y a plusieurs types de locataires à prendre en considération.
On se rappelle, et on va s'y attarder aujourd'hui, on l'avait beaucoup moins fait il y a 3 semaines. Il s'est passé beaucoup de choses sur ce sujet-là. Le premier sujet qui a été évoqué par le président de la République, c'était les utilisateurs professionnels et les commerçants, en particulier avec la question des baux commerciaux. Ces commerçants dont l'activité a été mise en panne pour beaucoup d'entre eux, interdite, pour d'autres a été très fortement ralentie, perturbée en tout état de cause, des problèmes économiques pesant aujourd'hui sur ces locataires, ces utilisateurs professionnels. Mais utilisateurs professionnels, ça peut être aussi des sociétés qui ont des bureaux et non pas des commerces. Voilà, donc on va dire il y a l'activité d'un côté et puis il y a les locataires d'habitation, hein, tout simplement, le secteur résidentiel. On rappellera que dans les copropriétés parisiennes, il y a 60%, un peu plus de 60% même d'appartements en copropriété qui sont occupés par des locataires. Il y a donc derrière un propriétaire investisseur et des relations avec lui. Voilà, alors Benjamin, même cahier des charges que pour la copropriété, ces relations locatives, parlons peut-être d'abord du résidentiel et ensuite on parlera du professionnel, du commercial. Qu'est-ce qu'elles sont devenues dans cette période de confinement? Est-ce qu'elles se sont tendues? Est-ce que les questions de fragilisation économique des ménages, d'ores et déjà, mais je pense qu'elles sont devant nous aussi, on conduit à des demandes particulières, je pense à des impayés, je pense à des donc, impossibilités de payer ou des reports qui ont été demandés ou des étalements. Alors, il n'y a pas eu de message aussi clair que pour les locataires professionnels, où on a dit clairement au sommet de l'État, il va falloir faire quelque chose. Mais on voit que le monde HLM, évidemment, a pris des mesures pour des locataires qui sont plus fragiles. Je pourrais s'exprimer, Agnès Toury d'ailleurs, sur le sujet tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il en est des locations privées et des relations entre propriétaires et locataires? Et vous êtes au milieu de ces relations, vous êtes un régulateur en tant qu'administrateur de biens. Merci Henri. Oui, effectivement, on est au cœur de ces sujets et on est un petit peu les médiateurs que voudrait mettre en place Monsieur le maire. Nous, on le fait tous les jours. Je voudrais revenir sur le partenariat que nous avons, une petite minute sur le partenariat que nous avons créé avec la mairie du 17e, puisque nous n'avons pas attendu la crise pour gérer les relations entre propriétaires et locataires. On a mis en place en 2019 un partenariat portant sur les logements et particulièrement sur les. Benjamin, on a une très mauvaise qualité de son. D'essayer de trouver ces logements et essayer de faire en sorte d'intervenir auprès des propriétaires en direct. Et pour ça, je voudrais remercier le maire vraiment parce qu'il est interventionnellement pour le faire. C'était un jour. Revenons maintenant aux difficultés que nous avons. Benjamin, on a un problème de son. Je ne suis pas le seul à l'identifier. Benjamin, il y a un problème de son. Je pense qu'il va falloir qu'on en passe par l'utilisation du téléphone portable vous concernant. Il y a une mauvaise bande passante. Alors, je suis désolé. Du coup, vous m'entendez là? Ah oui, c'est bien meilleur. Pardon. Je ne sais pas où ça a coupé. Enfin, je reviendrai donc sur les. Ça a coupé sur les mots que vous disiez de gratitude envers la mairie et le maire du 17e. Voilà. Aujourd'hui, on a 3 types de baux. Le bail loi de 87, le bail loi de 89. Le bail 87, c'est le bail dit meublé. Le bail loi de 89, c'est un bail nu, donc vide de meubles. Et le bail code civil qui est dédié aux entreprises et aux résidences secondaires. On est confronté. Benjamin, ça marche très très mal. L'hésitation du gouvernement qui a créé le doute chez les locataires concernant le paiement de leur loyer. Benjamin, je suis désolé, je vais vous interrompre. On va demander à Valentin, qui est auprès de nous, de vous passer un coup de fil pour voir comment on peut résoudre ça, mais c'est vraiment inaudible. Alors, je
peut-être donner la parole de nouveau. Non, de toute façon, je comptais le faire. Je vais le faire un petit peu plus tôt à Marie Ribeiro. Alors, l'ADIL a aussi connaissance de difficultés qui peuvent se poser entre propriétaires et locataires. On est toujours dans le résidentiel. Hein, et d'ailleurs, c'est le logement qui est votre territoire. Donc, vous n'avez pas à connaître normalement des questions d'utilisateurs professionnels. Marie, est-ce que vous voulez bien, et je redonnerai la parole tout à l'heure à Benjamin, j'espère que ça marchera mieux, nous dire quelles difficultés pratiques dans les relations locatives vous avez été amené à résoudre en donnant vos consultations. Alors, oui, alors, les questions qui ont pu être posées concerne souvent, enfin, en tout cas au début du mois de mars, c'était des problèmes de déménagement et donc des locataires qui ont été confrontés à un empêchement de déménager, qui ont pu recevoir congé ou donner congé eux-mêmes et qui n'ont pas pu le faire. Donc, du coup, il y a d'une part ceux qui se sont retrouvés effectivement à devoir payer 2 loyers, puisque ne pouvant libérer le logement qu'ils s'étaient engagés à faire, ayant signé un nouveau contrat de location, ils se sont retrouvés dans la situation effectivement de devoir payer 2 loyers pour 2 logements. Donc, il faut le rappeler, une obligation de par le contrat et de par la loi, de continuer de payer le loyer et les charges telles qu'elles sont prévues dans le contrat. Donc, forcément, quand on s'est retrouvé, certains se sont retrouvés à avoir ces difficultés de devoir payer 2 loyers. Et puis, il y a ceux qui ont été très vite confrontés parce que leur contrat n'a pas été renouvelé, parce qu'ils se sont trouvés en chômage partiel, à une difficulté, effectivement, de régler le loyer. Donc, il faut le rappeler, c'est une obligation pour le locataire de continuer, même en cette période de confinement, de respecter le contrat et donc de régler le loyer et les provisions de charges telles qu'elles sont prévues dans le contrat. Toutefois, effectivement, il est tout à fait possible d'appeler son propriétaire et de trouver des reports ou un report d'échéance concernant les loyers et les charges, mais aussi de faire appel aux aides de la Caisse d'allocation familiale, du Centre d'action sociale, du FSL, d'Action Logement. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs que l'on peut et que l'on doit absolument utiliser lorsque l'on est confronté à un impayé de loyer. Voilà. Sur le premier sujet que vous évoquiez, qui en effet est évident, on avait souhaité changer de logement, un déménagement a été programmé, il n'a pas pu se faire, on le sait, cette activité-là évidemment s'est suspendue. On se retrouve titulaire d'un bail avec l'obligation de payer un loyer. Qu'est-ce que vous dites dans ces cas-là? Parce que 2 loyers pour le ménage normal, c'est juste intenable. Et on se met avec pendant 2 mois cette double charge dans des situations extrêmement difficiles. Est-ce qu'on peut négocier? On peut toujours négocier. On est sur des relations contractuelles. Est-ce que le nouveau bailleur ou peut-être le bailleur actuel peut consentir un effort? Qu'est-ce que vos préconisations, à part de dire vous êtes aussi là, bien sûr, pour rappeler les obligations. Vous devez payer de part et d'autre. Vous occupez un logement, vous avez un bail ailleurs, vous avez double charge. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il faut, dans un premier temps, effectivement, se rapprocher de son propriétaire. Lorsque l'on n'a pas pu déménager d'un logement parce qu'on avait donné congé ou qu'on avait reçu congé, on est occupant sans droit ni titre, mais pour autant on occupe le logement, on a la jouissance de ce logement, donc malheureusement on ne peut pas dire que le loyer ne doit pas être payé, ça va être une indemnité d'occupation, et ce qui est conseillé dans ces cas-là, c'est effectivement de se rapprocher du propriétaire, de négocier éventuellement une convention d'occupation temporaire pour formaliser les relations qui ne sont plus des relations dans le contrat, mais en dehors du contrat,
Donc, c'est utile voilà, de formaliser ces obligations-là. Donc, ça peut être l'occasion de signer une convention d'occupation temporaire, le temps de pouvoir effectivement, après sortie du confinement, eh bien, déménager, faire l'état des lieux de sortie et la remise des clés. Quant au logement qu'on devait intégrer, ben, le problème va se poser si le contrat a été fait et si les clés ont été remises. Logiquement, le contrat a commencé, donc le propriétaire, je dirais, il peut effectivement comprendre qu'on n'a pas pu déménager en réalité et du coup emménager dans son logement. Donc, il faut trouver effectivement une solution amiable. Une question sur l'occupation temporaire et la convention d'occupation que vous évoquiez. C'était une recommandation d'ailleurs de l'UNIS, je le précise, hein, de cadrer juridiquement cette relation, hein, ne pas la laisser au hasard. On est occupant sans titre, vous le disiez, on a donné son congé et puis bon, on ne peut que rester là où on est. Le propriétaire l'acte. On fait une convention. Est-ce que c'est la possibilité à ce moment-là offerte de réduire cette indemnité? Est-ce qu'elle est forcément du montant du loyer ou est-ce que c'est complètement conventionnel et le propriétaire peut dire, écoutez, vous êtes dans une situation exceptionnelle, je fais un effort et ce n'est pas l'équivalent du loyer. Elle se calcule comment cette indemnité d'occupation? Traditionnellement, c'est l'équivalent du loyer, j'imagine. Traditionnellement, c'est l'équivalent du loyer des charges qui se poursuit. C'est ça. Mais rien n'empêche les parties, effectivement, de trouver un accord pour un montant différent. Très bien. Parfait, je vais donner la parole, merci de cet éclairage, à Benjamin. Alors, vous parliez de relations entre propriétaires et locataires. Benjamin d'Harmonie, lui, ce qu'il voit, c'est les deux parties et même si l'administrateur de biens est mandaté par le propriétaire pour la gestion du bien, il a face à lui deux intérêts qui peuvent être contradictoires s'il y a des problèmes d'impayés, de double charge. Qu'est-ce qu'on a constaté? On reste dans le résidentiel et juste après, avec vous, Benjamin, et avec Valérie Oisan, on va parler d'utilisateurs professionnels, bien sûr. Benjamin, on m'a dit que ça marchait de nouveau. Je ne voudrais pas être déçu. Désolé de… Bon, voilà. Ça va. Désolé de cet incident. Oui, très clairement, l'hésitation du gouvernement a créé le doute chez les locataires d'habitation pour le paiement de leur loyer. Et ça nous a sincèrement créé des soucis de gestion parce qu'il a fallu qu'on explique à toutes les parties le décalage déjà du paiement des loyers vis-à-vis des propriétaires bailleurs, mais aussi vis-à-vis des locataires pour leur expliquer qu'ils devaient malgré tout honorer leur loyer et qu'ils devaient se mettre à jour. Alors, l'idée, c'est de comprendre chaque situation. Parce que dans ces locataires, il y a aussi des commerçants. Donc, ça mélange les deux. Parce qu'ils nous expliquent qu'ils n'ont plus d'activité et que leur situation est catastrophique. Alors, le but… Il y a une porosité, on va dire. Hein. Il n'y a pas un cloisonnement entre l'activité professionnelle et les moyens qu'elle vous permet d'avoir. Hein, c'est clair. C'est ce qu'on peut un petit peu reprocher au gouvernement, c'est de ne pas avoir vu le deuxième effective school, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire le deuxième problème qui venait de l'origine, c'est-à-dire la fermeture des locaux commerciaux. Il faut savoir aussi qu'un grand nombre de nos appartements sont assurés en loyer impayé et que ça nous a permis aussi de rassurer nos bailleurs quant à la finalité, l'obtention de leur loyer. Il faut savoir que… Parenthèse, pas de problème là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des clauses qui se cachent. On est parfois suspicieux, on n'a pas toujours tort envers les assureurs, hein, qui se protègent aussi. Est-ce que là, on est sur un cas de force majeure? Est-ce que la qualification du risque, s'il faut, on demandera son avis à notre avocate, mais est-ce que la qualification du risque peut faire que l'assureur va dire non, là, moi, je ne prends pas en charge le loyer, c'est un cas qui n'est pas prévu? C'est une excellente question. En fait, on a notre premier appel de cette crise, lorsqu'on a connu ces problèmes, ça a été vis-à-vis des courtiers et des assureurs, en leur disant « Est-ce que vous assurez ?» Et effectivement, ils nous ont confirmé
qu'ils ne changeaient rien et qu'ils D'accord. assumeraient leur rôle. Et en ça, je tiens à les remercier parce que ça nous a permis, nous, en gestion, de rassurer nos bailleurs sur la finalité. Donc, clairement, on a connu ces problèmes et c'est principalement le cœur de notre activité aujourd'hui, c'est-à-dire rassurer les parties et de l'autre côté, essayer de faire comprendre aux locataires qu'il faut payer son loyer parce que eux, de l'autre côté, ils ont le chômage partiel, ils ont aussi des aides. Et ce n'est pas uniquement pour se prévenir de l'avenir, mais c'est aussi pour payer les charges actuelles, comme le loyer. D'accord, parfait. Tiens, d'ailleurs, une question qu'on n'a pas posée à François-Emmanuel. Tout à l'heure, à juste titre, Marie Ribeiro parlait de la partie des charges que le locataire lui-même doit acquitter, hein, les charges récupérables, comme on dit, sur le locataire. Bon, ça nous fait nous rappeler qu'il y a des charges en copropriété. Une partie ne va pas être récupérée, mais en tout cas, le copropriétaire, lui, va les acquitter au syndic. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Vous répondez-vous, autrement on tourne de nouveau vers François-Emmanuel, d'impayés de charges de copropriété, et notamment de la part des investisseurs, je rappelle, qui sont 60% dans les copropriétés parisiennes. Est-ce que ces copropriétaires-là ont dit moi, je ne vais pas pouvoir payer les charges que vous venez d'appeler ou celles que vous allez appeler bientôt, il faut qu'on en parle? Alors, c'est une très bonne question puisque, en effet, on a eu des impayés. Mais nous, nos copropriétaires sont venus vers nous pour nous les exprimer, pour nous les expliquer. Et si vous voulez, ça a permis quand même de rassurer les conseils syndicaux des immeubles pour leur dire qu'effectivement, l'immeuble n'était pas en péril et que cette situation nous permettait quand même malgré tout de payer les charges vitales de l'immeuble pour sa bonne vie, surtout dans des moments comme que nous vivons actuellement où où tout le monde est confiné. D'accord, parfait. C'est clair. Alors, relations locatives, on va parler désormais de ce qui a été d'emblée évoqué par les pouvoirs publics. C'est normal puisque il y avait un arrêt de l'activité économique. On est toujours au cœur de cette période-là. Utilisateurs professionnels. Commerçants, artisans, activités tertiaires, bureaux, ce n'est pas la même chose. Vous avez aussi cette spécialité, Benjamin, dans votre portefeuille d'administration de biens, comme on dit, il y a de ces locaux-là, en nombre assez important, que vous ayez une vision panoramique, et dans le 17e, puisque vous exercez, en ce qui vous concerne, dans le 17e arrondissement. Alors, beaucoup plus complexe, parce que le message du gouvernement a laissé part à l'hésitation, n'a pas été assez ferme. Et pire que cela, a ensuite laissé la place à la nécessité de croire que des propriétaires particuliers pouvaient peut-être faire des franchises à leurs locataires alors qu'ils avaient besoin de leur loyer pour vivre. Je rappellerai que tout propriétaire n'est pas une foncière. Aujourd'hui, un propriétaire, la moyenne de détention d'un propriétaire, c'est 1,2 biens. Et ce n'est pas ce qu'on pourrait imaginer, d'ailleurs ce que les locataires de beaux commerciaux imaginent. De toutes les manières, bien souvent on entend le propriétaire n'a plus de crédit, donc il peut me faire une franchise. Non, le propriétaire il utilise son loyer pour vivre tous les jours. Même confiné, il a des charges, il a des dépenses. Je ne parle même pas des charges de copropriété qu'il faut payer. C'est pour ça que très clairement, on a évoqué le décalage des loyers. C'est toujours ce qui a été évoqué. À aucun moment, il n'a été évoqué la franchise. Absolument. Donc, certaines foncières c'est tout à leur honneur, ont annoncé faire des franchises comme la foncière de Falsbourg, ont annoncé faire des franchises à leurs locataires. Bravo, mais ce n'est pas le cas de tous les propriétaires. Bien sûr. Et nous, principalement, nous gérons des petits propriétaires qui ont besoin de leur loyer. Alors,
on est rentré très clairement dans de la médiation, dans de la négociation, au cas par cas. Et c'est aujourd'hui 70% de notre temps qui est consacré à l'échange avec les locataires, à essayer de comprendre leur situation, à savoir s'ils ont eu des aides, s'ils ont fait appel au PGE, où ça en est. Et maintenant, on a passé un cap, c'est-à-dire qu'on va plus loin. On contacte la Banque de France pour être mis en relation avec le médiateur pour savoir pourquoi un de nos locataires n'a pas eu accès au PGE. Est-ce que ça provient de la banque? Est-ce que ça provient d'ailleurs? Parce que même les entreprises en difficulté aujourd'hui ont droit au PGE, et j'aimerais le souligner parce que ils en ont besoin et ça peut leur permettre de relancer leur entreprise. C'est vrai que ces relations sont dans 15% des cas extrêmement tendues parce que dû au stress des locataires qui ont leurs locaux fermés. Mais d'une manière générale, ça se passe plutôt bien. Je rappellerai aussi que le gouvernement a retiré la possibilité aux propriétaires d'assigner son locataire en appliquant la clause résolutoire, mais je laisserai Maître Oisan intervenir là-dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne lance aucune procédure, et on ne peut pas lancer de procédure contre des locataires de beaux commerciaux. Et de même, on le rappellera, on ne l'a pas dit tout à l'heure, que sont suspendues les procédures d'expulsion des locataires résidentiels. Hein. C'est-à-dire, voilà, la trêve s'applique à cette période particulière d'état d'urgence. C'est vrai aussi dans le résidentiel. Ça a été décalé de 2 mois pour être très exact. Exactement. Valérie Oisan, merci de votre patience parce que vous avez écouté tout le monde sans parler pour l'instant. C'est à vous. Alors, vous pouvez revenir sur les relations locatives en général, mais je crois que vous avez la spécialité des beaux commerciaux. Vous connaissez très bien cet univers-là. Qu'avez-vous rencontré, vous, déjà? Parce que l'avocat, ça peut être le conseil du propriétaire, ça peut aussi être le conseil du locataire utilisateur. Bon, en tout cas, vous avez une vision panoramique. On vous a peut-être dans cette période-là déjà sollicité en vous disant qu'est-ce que je fais, que je sois d'un côté ou que je sois de l'autre. Votre regard là-dessus, on a parlé des outils juridiques, ça vient d'être évoqué, mais Benjamin vous a laissé ce soin-là. Voilà, à vous. Merci. Alors, tout d'abord, effectivement, je crois qu'il est important de rappeler qu'on vit une crise sanitaire inédite et qui nécessite en fait de répondre de manière prudente et d'avoir des réponses exceptionnelles aussi. Donc, on voit bien par rapport aux différentes interventions, que ce soit Mme Ribeiro, M. Borel ou M. Darmouni, qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est de communiquer entre les parties qui sont liées par un contrat de location. Et j'insisterai lourdement sur ce point également, mais pour reprendre les propos des différents intervenants. Alors, effectivement, la question se pose au niveau résidentiel, mais au niveau commercial. Moi, effectivement, ma spécialité en qualité d'avocat, c'est les beaux commerciaux et le droit immobilier. On rencontre effectivement la première question qui s'est posée depuis en fait l'intervention de notre président de la République qui a directement parlé d'une suspension des loyers pour les commerces. Alors, c'est le mot qu'il a utilisé en effet. Exactement, c'était en premier lieu la suspension. Qui est un mot qui porte des ambiguïtés parce qu'on peut suspendre définitivement, si on ne peut pas les payer, on peut repousser, ça veut dire un peu ce qu'on veut. En tout cas, il a souhaité qu'il y ait des accommodements, on va dire. Tout à fait. Le problème, comme vous l'avez soulevé, c'est que ce mot de suspension, il n'est pas vraiment défini juridiquement. D'ailleurs, une fois que des textes ont été pris à la suite de l'intervention du président de la République, au lieu de parler de suspension des loyers, sont apparus les termes de report et d'étalement des loyers, des paiements des loyers. Donc, pas de suspension. Sans pénalité, je crois. Je crois que on a aussi, c'est ça? En fait, on a 2 ordonnances qui ont été prises le 25 mars. C'est l'ordonnance 2020-306 et 2020-316 qui portent effectivement de report et d'étalement des loyers pour les professionnels. Et ensuite, on a les 2 ordonnances qui parlent
de non-recouvrement et de non-sanction, en réalité, en cas de non-règlement. C'est ça. Donc, il parle des astreintes, des clauses résolutoires, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, sur le problème du report et de l'étalement des loyers, il faut savoir que déjà, les critères d'éligibilité pour pouvoir bénéficier de ces dispositions sont très restrictifs. C'est-à-dire que c'est les critères d'éligibilité qui sont les mêmes pour le fonds de solidarité qui a été ouvert pour les commerçants. Et je vais vous donner certains critères qui sont notamment, donc les bénéficiaires, c'est des personnes physiques ou morales de droit privé qui exercent une activité économique. Ensuite, vous avez sur les effets des interdictions, donc on en parlait de toutes les mesures de pénalité financières, les intérêts de retard, les dommages et intérêts, les astreintes, ça va jusqu'à même les cautions ou les GAPD, et les clauses résolutoires qui empêchent justement l'expulsion. Ensuite, vous avez la question qui se pose, c'est de savoir quels sont les locaux qui sont concernés. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça concerne les locaux professionnels et commerciaux. Mais est-ce que ça inclut les bureaux? Et la question, c'est oui, ça inclut les bureaux parce qu'on inclut dans les bureaux, c'est ce qu'on appelle les locaux commerciaux. Alors, la durée, parce que c'est un point essentiel. Et d'ailleurs, le Premier ministre hier a fait une précision sur ce point. La durée, normalement, c'est jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Alors, cet état d'urgence sanitaire, initialement, il était fixé pour terminer le 23 mai prochain. Sauf que hier, lors de l'allocution du Premier ministre, il semblerait que cette date puisse être reportée jusqu'au 23 juillet 2020. Donc, en fait, on aura un nouveau décalage de 2 mois, ce qui va avoir des incidences évidentes. Donc, on arrive en septembre, ensuite. Tout à fait. 2 mois de plus, au-delà de ce qui serait le 23 juillet. Exactement. Si sachant que cette date, si elle est effectivement reportée, elle le sera pour tous les cas de figure, que ce soit pour les locaux d'habitation ou les locaux et les baux commerciaux. Donc, c'est un point essentiel. Et ça va passer dans le Conseil des ministres samedi prochain. Donc, on saura si effectivement ce report est effectif. D'accord. Voilà. Donc, d'un point de vue pratique, effectivement, en ma qualité d'avocat, j'ai pu avoir l'occasion d'avoir des demandes des deux parties. C'est-à-dire d'un côté des bailleurs et de l'autre côté des preneurs. Donc, la première question, évidemment, qui est revenue de manière, j'allais dire, récurrente et quotidienne, c'est de savoir si les loyers devaient être payés et si on pouvait faire des demandes d'annulation de ces loyers auprès des propriétaires. Alors, effectivement, ce qui est très important, c'est de bien avoir conscience qu'il faut prendre la situation dans chaque dossier des deux parties. C'est-à-dire que même si vous êtes interrogé par un preneur qui, aujourd'hui, ne peut plus avoir la jouissance paisible de ses locaux, puisqu'aujourd'hui, on est confiné et qui ne peut pas exercer son activité, avant de pouvoir demander une annulation, il faut aussi savoir quelle est la situation du bailleur. Parce que comme il l'a été très justement dit, tous les bailleurs ne sont pas des grosses foncières ou des family office et ils ont besoin de leur loyer qui constitue en réalité un revenu pour ces personnes. Au même titre qu'il y a eu des confusions qui ont été faites puisque d'un point de vue pour les professionnels, les bailleurs foncières, Monsieur Bruno Le Maire a indiqué à un moment donné que les fédérations, il fallait que les fédérations de bailleurs acceptent d'annuler jusqu'à 3 mois de loyer. Donc forcément, vous avez des petits preneurs qui se sont saisis de ces propos pour assurer et affirmer que leur bailleur devait leur renoncer à 3 mois de loyer. Sauf qu'effectivement, la question est de savoir si votre bailleur est ou non une foncière, ce qui n'est pas le cas. Bien sûr. Et donc, on ne peut pas appliquer pour chaque bail, en fait, ces solutions qui ne sont pas adaptées. Donc, il faut vraiment faire preuve de discussion et je pense que le meilleur moyen, c'est de rentrer en contact avec son propriétaire, faire une demande en disant, voilà, je rencontre des difficultés, mon chiffre d'affaires baisse de tant de pourcentage, compte tenu de la situation exceptionnelle, est-ce qu'on peut rentrer en discussion et aménager quelque chose pour permettre de passer en fait cette crise ensemble dans les meilleures conditions possibles. Sachant qu'on rappellera que les entreprises, les petites ou moyennes entreprises qui ont connu des difficultés ont été définies, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'elles attestent d'une baisse de 50% de leur chiffre d'affaires, en gros, d'un mois sur l'autre.
Donc, 50%, c'est vrai que ça rend légitime la question qu'on peut poser à son propriétaire, mais en considération de sa propre situation. Et comme vous le disiez, je signale d'ailleurs une tribune du président national de l'UNIS parue hier, qui insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des foncières, même des foncières cotées. On peut citer Unibail Rodamco, propriétaire de galeries entières dans des centres commerciaux. Et puis, il y a des personnes qui choisissent le commercial plutôt que le logement pour assurer leur retraite ou leur complément de revenus. Ce sont des situations très différentes et on est dans un univers et dans des circonstances où il faut que l'un comprenne l'autre, quoi. Tout à fait. Alors après, il y a des principes de droit quand même qu'il faut rappeler parce qu'on est dans un contrat. Le bail commercial est un contrat de droit privé et on a quand même la force obligatoire du contrat qui constitue un des principes fondamentaux en droit des obligations et qui est censé s'appliquer. Donc ensuite, on a d'autres mécanismes juridiques qui ont été invoqués par notamment les preneurs pour essayer justement de justifier leur demande d'annulation de loyer. Notamment la force majeure, avec les nouvelles dispositions de l'article 1218 du Code civil qui a été introduit par la loi du 1er octobre 2016. Vous avez aussi le mécanisme de l'exception d'inexécution qui est évoqué par les preneurs. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en avant l'absence d'obligation de délivrance du bailleur du fait de l'impossibilité de jouir paisiblement de leurs locaux. Alors là, ça pose une autre question, c'est-à-dire que effectivement, il y a une impossibilité de jouir paisiblement de ces locaux, mais pas du fait ou d'une faute du propriétaire bailleur. C'est du fait du prince, si je puis dire, puisque c'est parce que l'État a, pour des mesures de protection et éviter la propagation de ce virus, a demandé à ce que chacun reste chez soi et donc a demandé la fermeture des boutiques. Donc on voit bien que ce manquement à l'obligation de délivrance, il n'est pas de la faute du propriétaire, mais néanmoins, à partir du moment où un locataire ne peut pas jouir paisiblement de ses loyers, de ses locaux, pardon, la problématique, c'est moi, je ne peux pas en jouir. Donc, comme la contrepartie de cette obligation de délivrance et de ces obligations de jouissance, c'est le paiement du loyer, est-ce que je dois continuer à payer ce loyer alors qu'en réalité, la contrepartie n'existe plus? Alors, on a eu connaissance, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure aussi bien avec Benjamin qu'avec Marie Ribeiro, de locataires qui devaient déménager, qui se retrouvent avec une double charge. On l'a connu aussi, on le connaît avec des preneurs professionnels, c'est-à-dire un commerçant qui avait décidé de changer de rue. Il avait signé un bail pour un local professionnel, commercial, et il est dans l'impossibilité d'emménager. Donc, il y a aussi des phénomènes de double charge qu'on peut rencontrer. Alors, moi, dans ma pratique, je n'ai pas eu ce genre de problématique. Ça peut se rencontrer. Néanmoins, j'ai eu le cas de preneurs qui devaient déménager pendant la période de confinement et qui, en réalité, n'ont pas pu déménager. Donc, qui vont faire appel à leur bailleur à la compréhension de leur bailleur pour essayer de reporter, en fait, ce déménagement parce que, par exemple, les entreprises de déménagement ne pouvaient pas procéder aux diligences nécessaires à ce déménagement. Et donc, on a pu trouver des accords entre les parties pour décaler le départ au moment de la fin du confinement. Donc, on arrive à trouver des accords et j'ai d'autres cas où on a réussi à faire des états des lieux de sortie en trouvant des huissiers de justice qui travaillent dans certains cas de figure compte tenu en fait, de la nécessité des dossiers et où on a pu procéder à ces restitutions de locaux commerciaux. Donc, en fait, on a tous les cas de figure. Mais on voit bien que c'est toujours dans la communication que les choses se font et dans la discussion qu'on arrive à trouver des solutions amiables. Toujours sur la possibilité d'utiliser le droit, de ne pas se mettre en dehors du droit, mais de parer à cette situation économique difficile. J'entendais l'autre jour une grande professionnelle de l'immobilier et notamment du tertiaire et des baux commerciaux dire on peut aussi imaginer de prolonger un contrat et finalement de dire mais pendant les 3 mois qui viennent, vous ne paierez pas de loyer, vous n'êtes pas en situation de le faire, mais ces 3 mois, on les met à la fin du contrat et vous resterez preneur et vous les acquitterez, mais en différé. C'est imaginable.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle en fait la suspension du contrat. Et là, on ne parle plus de la suspension de l'obligation, mais de la suspension du contrat. Et donc, en fait, on dit qu'on reporte la période, cette parenthèse, on va dire, à la fin du contrat. Et donc, du D'accord, coup, ça permet simplement de dire on arrête le temps et on reporte les obligations c'est réciproques ça. après la durée initiale. Maintenant, ça peut D'accord. poser des problématiques, notamment sur les, euh, les problématiques de renouvellement avec les valeurs locatives, à savoir à quel. Donc, c'est tout le sujet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a peu d'accords sur une suspension du contrat avec un report à la fin du contrat en matière de bail commercial, hein, j'entends. D'accord, d'accord. Benjamin Darmoni, on parle des valeurs locatives. Là, le mot a été prononcé à l'instant par Valérie Oisan. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces valeurs locatives? Est-ce qu'il faut s'exposer, je me mets du côté des bailleurs, mais aussi des preneurs, à des évolutions, je pense à des baisses évidemment dans cette situation particulière. Qu'est-ce que vous diriez? C'est un regard économique, c'est pour ça que je me tourne vers vous. Vous êtes aussi là pour aider les propriétaires à fixer le montant de leur loyer. Qu'est-ce qui va se passer là, dans des situations de renouvellement ou avec des locaux que vous êtes pour lesquels vous êtes en train de chercher des preneurs? Qu'est-ce que vous préconiseriez? Est-ce que pour vous, il faut revoir les grilles en quelque sorte, ou c'est pas le moment, il ne faut pas se précipiter? Alors, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas se précipiter, mais si on se projette à 3-6 mois, on va avoir clairement certaines entreprises, malheureusement, qui seront dans l'obligation de quitter leurs locaux parce que leur société ira tellement mal. Et je pense que c'est toujours la même chose, c'est une question d'offre et de demande. Et si on a beaucoup de sociétés qui déclinent, on va se retrouver avec beaucoup d'offres sur le marché, ce qui aura un impact direct sur les prix du loyer. Et donc, plus on aura d'offres et plus les prix tendront à la baisse. Donc, si j'avais un conseil à donner aux bailleurs d'une manière générale, c'est d'être prudent, patient et de concilier. Bien sûr. Je ne leur propose pas, moi, d'effectuer des franchises de loyer, sauf dans des cas extrêmement précis. Mais principalement, les propositions qui sont faites, c'est un échelonnement du paiement, que ce soit mensuel au lieu de trimestriel pour aider les entreprises, ou alors effectivement reporter les 3 mois de ce trimestre mensuellement sur les 6 derniers mois de l'année, ce qui permet à l'entreprise d'avoir une soupape, un second souffle, et de pouvoir reprendre son activité au mois de septembre. Valérie Oisan veut reprendre la parole. Ça tombe bien parce que j'avais des questions à lui poser. Et ensuite, je l'annonce déjà, pour qu'il n'y ait pas d'impatience, on parlera de logements sociaux et donc de relations locatives avec des relations entre les bailleurs sociaux et les locataires. On le fera avec Agnès Toury et on parlera aussi de transactions, voilà, notamment dans le parc social. Valérie Oisan, une chose, Benjamin disait à l'instant, moi je conseille la conciliation. Il a été dit aussi, alors les tribunaux ne fonctionnent plus, les procédures judiciaires sont suspendues. Il y a 3 semaines, pour cette même réunion, l'une de vos consoeurs était à votre place. Elle disait je déconseille aujourd'hui d'entrer dans un procès. C'est dans un contentieux qui prendrait la forme judiciaire. C'est votre conseil aussi? Alors, tout dépend si effectivement on est dans un vrai contentieux. Il faut en tout cas, dans tous les cas de figure, il va falloir s'armer de beaucoup de patience, puisqu'effectivement les tribunaux ont été complètement arrêtés depuis le confinement, qu'il faut avoir conscience qu'après, à partir du moment où le déconfinement va avoir lieu, les choses vont reprendre vraiment progressivement. Nous, aujourd'hui, on nous a informé, notre ordre nous a informé qu'en fait les procédures vont reprendre, mais il va y avoir des procédures sans audience, donc il va falloir rattraper tous les dossiers qui ont été arrêtés. Et ensuite, il va falloir trouver de la place pour tous les nouveaux dossiers. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir être très patient. Après, je voulais juste rebondir sur ce que disait Benjamin Darmoni par rapport à la valeur locative. Ce qui est certain, c'est que pour les fixations de loyers de renouvellement qui vont intervenir après cette période, il est certain que ça va avoir une incidence sur les valeurs et les valeurs de renouvellement judiciaire.
Donc après, c'est complémentaire par rapport à ce que disait Benjamin sur les valeurs locatives de marché, mais forcément, les experts judiciaires et les tribunaux vont prendre en considération la situation économique qu'on vit qui va avoir une incidence. C'est clair. Une question qui m'est soumise, alors elle est fiscale, mais je suis sûr que vous allez savoir répondre, autrement Benjamin vous prêtera à main forte. Si un bailleur accepte de suspendre les loyers commerciaux pendant une période limitée, on a évoqué ce cas tout à l'heure, ces loyers seront-ils bien déductibles des revenus fonciers? Effectivement, il y a un texte qui est passé qui dit que les loyers qui seraient annulés feraient l'objet d'une déduction sur l'imposition. D'accord. Donc, on peut être rassuré sur ce point. Mm. Parfait. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, on reviendra vers vous comme il se doit. Avec plaisir. Agnès Toury. Relations locatives. Et là, après avoir parlé du parc privé, aussi bien en copropriété que dans les relations entre investisseurs et preneurs, je voudrais qu'on parle du parc social. La mairie du 17e, comme les mairies d'arrondissement de manière générale, ont un lien avec les bailleurs sociaux, vous allez nous le rappeler, mais un lien fort, hein, qui n'est pas forcément un lien d'autorité, mais en tout cas un lien de coopération, de collaboration. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur les relations? On a entendu des organismes HLM, pas tous bien sûr, parce que certains sont sur notre territoire, remettre les loyers, hein, en clair, instaurer une gratuité de loyer pour une période donnée pour leurs locataires. Est-ce qu'ils l'ont fait pour tous les locataires? Est-ce que vous pouvez nous préciser ça? Qu'est-ce qui s'est passé de particulier dans les relations locatives entre bailleurs sociaux et locataires occupants? Nous avons fait un point avec les deux bailleurs principaux sur notre territoire, qui sont la RIVP et Paris Habitat, et nous sommes en contact aussi avec ICF et Logis par ailleurs. Ils commencent à recevoir les derniers loyers pour le mois d'avril, puisqu'encore des personnes payent par chèque dans le parc social. C'est vrai dans le parc privé aussi. D'accord. Ça existe aussi. Donc, ce qu'ils constatent, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui ont quelques difficultés pour payer leur loyer. Et pour ces personnes-là, au cas par cas, ils ont mis en place une cellule d'appel pour discuter des conditions, d'un étalement, d'un report. Donc voilà. En même temps, la RIVP nous disait attention, ne profitons pas non plus de cette période pour retarder les loyers. Donc, je veux dire, il faut trouver le bon compromis entre effectivement des personnes qui sont en vraie difficulté, les commerçants notamment, les personnes qui veulent être en activité partielle. Voilà. Donc, il faut arriver à bien faire la part des choses et que aussi les personnes ne profitent pas de cette situation pour ne pas payer leur loyer. En ce qui concerne les commerces, là, effectivement, pour les bailleurs sociaux, ça a été suspendu sur cette période. Alors, je ne sais pas si le terme est exact, je ne suis pas juriste, mais en tout cas, ils n'ont pas payé leur loyer sur ce mois-ci. Donc là, vous parlez de locaux commerciaux, propriété des bailleurs sociaux, parce qu'il y en a exactement. aussi en pied d'immeuble notamment. Voilà, oui, exactement, c'est ça dont je parle. J'ai vu qu'il y avait une question sur la mutation et la demande de mutation et pourquoi il y avait du retard sur la mutation. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant. Bien sûr. Tant qu'on parle du social. Voilà. Alors, la mutation, il faut savoir que sur les logements qui sont libérés chaque année par les locataires dans le parc social, 25% maintenant sont attribués à ce qu'on appelle la mutation, c'est-à-dire les personnes qui sont déjà dans les logements sociaux, mais pour des raisons, parce que le logement est trop petit, pour des questions de problèmes de voisinage, des cohabitations, etc. Et pourquoi ce n'est pas si facile d'obtenir une mutation? Une personne témoigne que ça fait 10 ans qu'elle attend ce changement. C'est la même question que pour les logements sociaux en général sur le parc parisien. C'est tout simplement que le taux de rotation, on en a parlé la dernière fois, est de 4%, voire de 3% même sur les logements pour les personnes les plus précaires ou qu'on appelle PLAI. Voilà, donc il y a très peu de logements et très peu de logements familiaux. Et en général,
sur ces logements-là, parce que c'est des personnes qui au départ sont arrivées en couple dans un logement social, et puis le premier enfant est arrivé, alors on arrive à être dans ce F2, et puis au deuxième enfant, on est à l'E3, et c'est là que se pose la question de la mutation. Et donc, il faut savoir que sur les logements familiaux, Paris Habitat nous a dit que seuls 10% des personnes qui demandent une mutation sur les logements familiaux obtiennent un résultat. Voilà. Donc, il y a énormément d'attentes. Et j'invite la personne là sur le chat de m'envoyer un mail directement. Donc, j'en profite pour donner mon mail en général pour toutes les questions locatives parc social. N'hésitez pas à m'écrire Agnès, agnes.toury@paris.fr, et nous répondrons avec Bruno Chavannes qui travaille avec moi sur ces questions à la mairie du 17e à vos questions. Sur ces mutations, j'imagine que les demandes émanent de personnes qui veulent des appartements plus grands, mais est-ce que, honnêtement, si je puis dire, ça marche aussi dans l'autre sens? C'est-à-dire quelqu'un, Oui. alors après un décès, après Oui, bien sûr. départ de grands enfants, par exemple, Oui. qui dit honnêtement, franchement, j'ai 4 pièces, je n'en ai plus besoin. Tout à fait. Et ça arrive aussi pour des personnes qui ont des retraites, donc qui ont des revenus qui vont baisser et Oui. qui donc souhaitent effectivement avoir un logement plus petit. Alors, il faut savoir que ces personnes-là sont aussi, entre guillemets, un petit peu difficiles et donc ça prend parfois un petit peu de temps pour qu'elles trouvent un logement qui soit dans le quartier qu'elles souhaitent ou voilà. Donc voilà. Mais Oui, ça, parce que évidemment, on encourage cela. Et normalement, ces choses-là sont assez rapides et encouragées, puisque c'est dans les parce deux que sens que la ça bourse, j'utilise ce mot-là, je pense qu'il est clair, la bourse qui est constituée, cette bourse d'échange entre logements, elle se fait à l'échelon de la capitale, bien sûr. Elle n'est se pas à fait à l'échelon de l'échelon, l'arrondissement, oui, quoi, en clair. tout Hein. à fait, elle se fait à l'échelon de la capitale, mais nous, en tant que mairie d'arrondissement, alors on est sur la mutation, on est consulté sur la moitié des dossiers où on doit notre avis consultatif. Sur la mutation, autant sur l'attribution de logement, on propose toujours 3 dossiers pour un logement. Sur la mutation, c'est le bailleur. Alors ça, c'est un point très important qu'il faut que je rappelle. Si vous avez un besoin de mutation, il ne faut pas se rapprocher de votre mairie. Il faut se rapprocher de votre bailleur. D'ailleurs. Parce que c'est une commission qui est uniquement faite par le bailleur. Et nous sommes là juste en consultation. Alors, nous, en tant que mairie d'arrondissement, on favorise les habitants du 17e parce qu'on a énormément de demandes de mutation. Donc, on favorise effectivement Bien sûr. ces dossiers-là. Et puis, pour des raisons aussi que les enfants sont à l'école dans le 17e ou sont suivis par des assistantes sociales du 17e. Ou voilà. Donc, on favorise. Mais effectivement, c'est traité au niveau de la mairie aussi. Alors, autre question, et ça va ouvrir le dernier champ, je l'avais annoncé au tout début, de ces questions de rapport au logement qu'ont les habitants du 17e et rapport plus ou moins difficile dans cette période, les achats et les ventes. Alors, je reste avec vous dans l'univers HLM. On sait qu'il y a un grand message public avec des objectifs. Le parc HLM doit aussi être cédé pour partie, alors soit à ses occupants, soit à d'autres ménages qui sont prêts à y devenir accédants à la propriété, comme on dit. Est-ce que ces objectifs sont enrayés du fait des circonstances? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Est-ce que c'est encore possible et réaliste aujourd'hui que la RIVP ou Paris Habitat disent à ses locataires, ben, écoutez, on vous propose d'accéder à la propriété, sans doute avec des prix en effet attrayants. Est-ce que ça a encore du sens? Oui, c'est une question dont on avait déjà parlé à la dernière conférence, je crois. C'est aussi très politique, en fait. Voilà. Aujourd'hui, la maire de Paris ne favorise pas spécialement ce genre d'action. Et donc, ça dépendra aussi beaucoup des élections à venir. Ensuite, oui, bien sûr, ce n'est pas la priorité du moment. On est en période de confinement. La priorité n'est pas de favoriser l'accès à la propriété. Il est de plutôt être sûr que les personnes de plus de 70 ans ne sont pas isolées, de s'assurer que les problèmes de voisinage ne sont pas exacerbés, de faire attention aux problèmes
de violences conjugales. Voilà. Ça, c'est la priorité aujourd'hui dans le logement social. La priorité n'est pas l'accession à la propriété, mais je ne vois pas pourquoi, effectivement, ce serait remis en question après le confinement. Et encore une fois, ça dépend aussi de la personne qui succédera à Madame Hidalgo. Voilà. On a, ou qui ne succédera pas à Mme Hidalgo d'ailleurs. Et ça peut être elle-même qu'elle peut se succéder à elle-même. Je tenais un propos neutre. Vous avez évoqué la grave question des violences conjugales. On sait que le gouvernement a immédiatement réagi. Il y a un numéro d'appel qui passait régulièrement à la télévision. Bon, à l'échelon de cet arrondissement, vous avez eu connaissance, vous, d'une recrudescence, c'est un phénomène qui existe d'une manière générale, mais une recrudescence des violences conjugales qui peuvent d'ailleurs fonctionner dans les deux sens. Hein, les femmes en sont le plus souvent victimes, mais ces tensions conjugales dans les logements, et peut-être particulièrement quand il y a suroccupation, mais tout simplement parce que là, tout le monde vit avec ses enfants, ses problèmes. Quelle réalité aujourd'hui? C'est directement lié au logement aussi. Oui, alors nous n'avons pas un état des lieux précis dans les logements privés, mais nous avons un état des lieux précis dans les logements sociaux où on note notamment chez Paris Advita 10 cas et notamment une des cohabitations qui a été faite et il y a effectivement des associations qui aident pour que des cohabitations soient faites dans cette période de confinement dans des cas très critiques. Je rappelle encore le numéro de téléphone qui est le 3919 en cas de constat de problème. Je vais faire un petit point aussi sur les initiatives mairie du 17e, si vous le voulez bien, pour que les habitants soient informés. Alors, le premier point, c'est la solidarité. On a parlé tout à l'heure des problèmes de voisinage, mais il faut aussi dire que dans cette période de confinement, on constate énormément d'élan de solidarité entre voisins. Ça, c'est très positif. Et nous accompagnons donc ces élans de solidarité avec notre partenariat avec Voisins Solidaires, dont je rappelle le numéro de téléphone 01 42 12 72 2 fois pour les personnes fragiles et vulnérables, pour apporter les courses, pour être présent pour ces personnes-là et pour créer la solidarité entre voisins. C'est souvent la gardienne ou le gardien qui aide aussi à cela, mais les voisins, voilà. Dans les numéros utiles, le 3975, service ville de Paris. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer des mails en direct parce que nous répondons à vos mails, même dans cette période-là. Nous organisons aussi des permanences téléphoniques logement voilà, dans cette période. Et je voulais rappeler... que vous venez de citer, on l'appelle dans quel cas, Madame Toury? Le numéro que vous venez de citer, mairie de Paris, on le sollicite dans quel cas, le 3975? Ça peut être pour des problèmes de propreté, pour des problèmes... D'accord. Voilà. D'accord. Ensuite, si vous souhaitez poser des questions directement au maire qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qui le regrette, demain à 10h, il y a un Facebook Live où vous pouvez poser vos questions en direct. Donc tous les jeudis, en fait, Geoffroy Boulard fait cela. N'hésitez pas à vous inscrire. Et également vous inscrire en direct sur mairie17.paris.fr si vous voulez recevoir la newsletter. Parce qu'il y a énormément d'associations aussi, donc on parlait de solidarité tout à l'heure, d'associations locales ou moins locales, même pour la fabrication de masques. Voilà, il y a plein de choses qui se passent actuellement et des belles choses. Et nous, au mairie du 17e, nous sommes les relais de cela. Et nous résumons tout ça dans une newsletter. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aussi, si ce n'est pas déjà le cas, pour être au courant de toutes ces initiatives. Excusez-moi, j'ai un peu débordé, mais comme nous sommes face à aux habitants du 17e, je me permets de rappeler ces points-là. Voilà. C'est bienvenu. Moi aussi, je vais m'autoriser d'ailleurs un salut amical au fondateur de Voisins Solidaires et de la Fête des Voisins. Oui, Athanas Périfond. Qui est un homme du 17e arrondissement. Voilà, il en a été élu et peut-être même le sera-t-il parce que je crois qu'il est candidat voilà, sur une liste. Mais en tout cas, il aura beaucoup travaillé depuis 20 ans à faire naître ou faire s'exprimer cette solidarité que ressentent aussi les syndics et les gardiens concierges, vous avez raison. Une chose à faire aussi, puisqu'on est dans les
des informations pratiques. Marie Ribeiro, comment fait-on pour solliciter l'ADIL? Votre mission, on l'a rappelé tout à l'heure, hein, est de conseiller très largement les ménages dans leur relation au logement. Vous pouvez parler de copropriété, de gestion locative, mais aussi d'accession à la propriété. Donc, un petit mot sur la manière d'accéder à la DIL 75 dans cette période et puis quand tout va bien. Et un petit mot sur l'accession à la propriété. Quelles questions vous ont-elles été posées? Et ensuite, je me retournerai vers Benjamin d'Harmonie, d'ailleurs, sur ce sujet. Quelles questions vous ont-elles été posées sur les achats de logements? On en a beaucoup parlé. La vie a un peu continué, semble-t-il, mais elle a évidemment été très compliquée lorsque on avait envie d'acheter un logement ou qu'on s'était déjà engagé, qu'on voulait aller signer définitivement chez le notaire. Voilà, un petit mot sur cette dernière activité que nous allons explorer. Alors, pour répondre à votre première question, on peut joindre la DIL donc par mail sur info@adil75.org et nous avons 4 numéros de téléphone où les personnes peuvent nous joindre. Allez-y, vous pouvez les réciter. Donc 09 70 46 10 23, 09 70 46 12 21, 09 70 40 76 72, 09 70 40 54 14. Et on a une ligne spécialement dédiée à la prévention des expulsions qui est le 01 42 79 50 39. Vous êtes incollable, c'est bien. Il faut être embêté autrement. Parfait. Voilà, donc en matière d'accession à la propriété, nous avons eu des questions de la part de personnes qui s'apprêtaient à signer des contrats, hein, et qui ont été confrontées de manière subite à un empêchement lié au confinement et donc la possibilité de poursuivre malgré tout cette signature à distance avec les études de notaire. Donc voilà, donc c'est possible, hein, il peut avoir été mis un système de procuration traditionnellement, mais effectivement, on a facilité en fait la signature, parce que normalement, la signature, elle doit être vérifiée, sécurisée par le biais du notaire, ce qui nécessite effectivement une présence. Donc là, effectivement, les études de notaire peuvent tout à fait continuer à distance à signer des actes de vente. Voilà, c'est l'essentiel qu'on a eu. D'accord. Alors, vous parliez aussi bien d'ailleurs d'avant-contrats qui peuvent se signer chez le notaire ou chez un agent immobilier, on va aller vers Benjamin d'Harmonie dans 10 secondes, que de l'acte définitif, hein, puisque les notaires se sont mis en situation, pour beaucoup d'entre eux, on peut le dire, hein, de pouvoir aller jusqu'à la régularisation, hein, et l'authentification, c'est-à-dire la deuxième étape du parcours d'acquisition. Absolument. C'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Benjamin d'Harmonie. Alors, parlons de vente, dernier grand sujet, et d'achat. Votre constat de professionnel. On entendait de Marie Ribeiro que la vie avait continué pour un certain nombre de ménages qui avaient jeté leur dévolution en logement, qui voulaient ne rien changer, qui confirmaient leur souhait. Alors, ça, c'est peut-être le meilleur des cas. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des rétractations? Ça renvoie à une faculté juridique, hein, qu'ont les acquéreurs. Est-ce qu'il y a eu de la casse liée à des dossiers de crédit qui ne sont pas passés ou qui n'ont pas pu être montés à temps, puisqu'en général, il y a un délai aussi pour se faire. Voilà, donc un état des lieux de ce que vous avez vu depuis un peu plus d'un mois et de ce qu'on risque de voir là en période de déconfinement, quand on pourra recommencer un peu à vivre. On va être très clair, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas eu que 7 jours comme délai de rétractation pour leurs transactions. Ils ont eu 1 mois et demi et à la fin du confinement, ils auront eu 2 mois. On a eu effectivement un certain nombre d'acquéreurs qui pensent
que le marché ne sera plus le même après le déconfinement et par conséquent qui ont mis fin aux promesses de vente. Je voudrais, au même titre qu'il a été déjà fait, remercier les notaires qui ont beaucoup œuvré pour pouvoir passer un certain nombre d'actes pendant cette période de confinement. Et vraiment, sans eux, on n'aurait pas pu au moins faire les transactions qui étaient en cours de finalisation. Dans les tuyaux, c'est ça. Et dans les tuyaux, j'entends crédit obtenu. Il ne manquait plus que la date de signature. Et là, on a pu signer par procuration. Et vraiment, sans eux, ça n'aurait pas été possible. Donc, un grand merci à eux. Pour tout le reste, le marché de demain n'inquiète personne. Aujourd'hui, Benjamin, restons juste un peu sur la période actuelle. Ouais. Après, juste après, vous allez pouvoir continuer votre propos. C'était ma demande, en effet. Tout ce qui n'était pas vraiment mûr, je reprends ce que vous disiez, il n'y avait pas le crédit obtenu, etc. Lorsqu'il fallait faire les diagnostics obligatoires, qu'on n'avait pas encore en main, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui est advenu les diagnostiqueurs? Lorsque on avait commencé à discuter avec sa banque, on n'avait pas vraiment déposé le dossier et alors on l'a déposé. Est-ce que des affaires ont pu mûrir ou lorsqu'elles n'étaient pas mûres, franchement, ça s'est pas très bien passé? En réalité, c'est très clairement le délai de rétractation de 2 mois. C'est-à-dire que les acquéreurs qui n'étaient pas sûrs de leur acquisition se sont désengagés. Pour tous ceux qui avaient la volonté d'acquérir, globalement, ça s'est bien passé. Pour tous ceux qui avaient des doutes, ils se sont rétractés. Et pour tous ceux qui avaient pas encore engagé ce processus de vente, eh bien, tout est décalé de 2 mois. C'est ça. Et donc, la décision sera prise tant par l'acquéreur, si ça n'a pas été formulé et signé des deux parties sur un document, chacun peut reprendre sa liberté, tant l'acquéreur que le vendeur. Bien sûr. Donc, il faut globalement tout recommencer à zéro. Et par contre, effectivement, depuis la date qu'on connaît, la date de déconfinement, ça a libéré un grand nombre de professionnels, malheureusement dans les copropriétés aussi un grand nombre de travaux, ça a libéré un grand nombre de professionnels sur leur activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des diagnostiqueurs qui retournent faire des diagnostics, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc maintenant, on a l'impression que la date qui a été donnée a libéré tout le monde. C'était la soupape dont ils avaient besoin pour remettre les… J'en parlais à un de nos plombiers hier qui me disait « c'est bon, le 4 mai, on reprend le travail ». Et en fait, les gens avaient besoin de ça pour relancer leur activité. Et donc voilà, c'était un détail que je voulais donner. D'accord. Est-ce qu'on ne s'expose pas à un embouteillage chez les notaires parce que tout ce qui a peiné à se faire ou peut-être des personnes qui s'étaient rétractées puis qui vont jeter leur dévolu sur un autre bien parce qu'il y avait un projet logement. On a entendu qu'à l'échelon national, alors là on n'est plus sur l'arrondissement, sur le 17e arrondissement de Paris, mais en gros, il se fait de l'ordre de 80 000 transactions par mois quand tout va bien. Et donc, pendant 2 mois, on aura pris 160, 150, 170 000 transactions de retard. Il va y avoir un gros afflux. Il n'y a pas à craindre un peu de retard. Ça ne va pas s'écouler sur un mois ou deux, tout ça? Alors, je pense que ça va même être plus long que cela. Oui. Parce que 160 000, c'est énorme. Est-ce que les dossiers sont à jour? Est-ce que l'administration a répondu à toutes les obligations qu'il devait pour que la vente puisse se réaliser? Non, je crois que sérieusement, il va falloir qu'on fasse tous preuve d'une grande patience parce que malgré la bonne volonté des notaires, ils ont des obligations, ils ont des cases à cocher pour réaliser une transaction et tous les éléments, ils ne les avaient pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en début de confinement, ça a été difficile à mettre en place. Et je pense notamment à la DIA qui a posé beaucoup de problèmes puisque dans les premiers textes, elle était décalée. Alors qu'aujourd'hui, ils ont modifié cela pour qu'il n'y ait pas de décalage dans le temps au niveau de la DIA. Alors, Benjamin, un point important, on l'a dit, il y a des choses qui relèvent de ce que peut faire un diagnostiqueur, par exemple, parce que un dossier comporte les diagnostics techniques obligatoires, ce que peut faire ou ne pas faire une banque. On a entendu les banquiers
dire on va être clair, notre priorité c'est le soutien aux entreprises. Alors l'instruction, là maintenant, des dossiers d'emprunteurs, c'est pas notre priorité. Les notaires se sont mis en ordre de marche comme ils l'ont pu, agents immobiliers, ils ont pu continuer à distance un certain nombre de choses. Les mairies, alors là je pourrais interroger Agnès Toury, mais ça relève de la mairie de Paris, pas de la mairie d'arrondissement. Est-ce que la mairie de Paris, je crois que la réponse est plutôt favorable, hein, à continuer à délivrer les autorisations d'urbanisme. Vous parliez de DIA, on peut rappeler en un mot que c'est ce document qui atteste que la mairie ne se porte pas acquéreur d'un logement et laisse un acquéreur aller au bout de son projet. Hein. Ce document-là, est-ce qu'aujourd'hui, on a pu continuer à l'obtenir de Paris? Alors, au début du confinement, non. C'est ce qui a posé tant de problèmes. D'accord. Et très clairement, aujourd'hui, se pose la question, moins la question des particuliers que des investisseurs qui aujourd'hui, eux, puisque bien souvent pour la préemption d'immeubles en totalité, il faut savoir qu'il y a des visites d'immeubles qui ne peuvent pas se faire. Bien sûr. Donc, on décale dans le temps. C'est notre ministre du Logement qui disait il faut maîtriser le temps. Et ben, le temps, on doit en prendre malheureusement. On doit être patient parce que à être pressé, on ne fera rien de bon. Une question qui nous est posée, une bonne question. Les diagnostics qui ont été réalisés avant le confinement, voient-ils leur validité prolongée d'autant, je dirais, la durée de l'état d'urgence pour que la transaction puisse se faire sans qu'on soit obligé de refaire les diagnostics. Autrement, je demanderai à Marie Ribeiro de répondre aussi. Si elle m'autorise, je vais y répondre. Évidemment que non, puisqu'il faudrait modifier les textes et qu'on ne va pas modifier tous les textes qui concernent l'immobilier et qui portent sur des délais. On va être très clair. Principalement, alors, Marie, je pose quand même la question parce que Marie Ribeiro, je voudrais votre lecture quand même, ou celle d'ailleurs de Valérie Voisin. Là, on parle de droit. Je ne sais pas si la comparaison peut se faire, mais les diagnostics techniques automobiles, par exemple, qui sont en fin de validité, ont été prolongés. Alors, ce n'est pas le même domaine. Le domaine du logement est beaucoup plus cadré administrativement, juridiquement. Marie, est-ce que vous pensez que les diagnostics tombent ou est-ce qu'ils ont été prolongés par un texte générique qui ne nous concernerait pas seulement? Alors, je pense que c'est l'ordonnance du 23 mars, je pense, oui, qui prévoit effectivement que tout acte est prorogé normalement pendant la période d'urgence. Donc moi, je serais un petit peu plus optimiste. Il faudrait reprendre les textes pour pouvoir vous répondre plus précisément. Mais je pense qu'effectivement, il peut y avoir un report de 2 mois au-delà de la période dite d'urgence sanitaire. D'accord. Alors, puisqu'on a avec nous une autre juriste, Valérie Voisin. Là, on est vraiment sur du droit pur, mais c'est vrai que du droit exceptionnel, voilà. Hein. Je crois qu'il faut, en fait, ça dépendra de la nature du diagnostic. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra voir à quelle date déjà les diagnostics ont été établis avant le confinement. Pour vous donner un exemple, par exemple, sur l'état des risques et pollution, ce qui est certain, c'est qu'il a une durée de validité de 6 mois. Donc, pour moi, si il n'y a pas de problème. Valable, de toute façon, il faudra le refaire. Maintenant, à ma connaissance, il n'y a pas eu de texte spécifique, effectivement, sur les diagnostics. Donc, il faudrait vérifier si, effectivement, l'ordonnance 306 qui porte, effectivement, sur les actes, si on peut le transposer au diagnostic. Je ne suis pas certaine. Il faudrait regarder de manière plus précise la question. D'accord. Et la question se pose. Voilà. Après, moi, je sais que j'ai eu des diagnostiqueurs qui ont fait qui ont pu en tout cas se transporter sur les lieux en préservant les gestes barrières et de sécurité, qui ont pu faire des diagnostics. Alors, oui, Benjamin. Et c'est d'ailleurs à ce titre que l'activité des diagnostics n'a pas été arrêtée. Bien sûr. Et donc, par définition, et puis, il faut savoir que les diagnostics que nous évoquons, soit ont une durée de vie, non pas de limite, soit ils ont une durée de vie de 6 mois. On est en train d'évoquer un cas extrêmement particulier
qui viendraient à échéance dans les 2 mois de confinement pour une transaction. Après, les notaires prendront aussi leurs responsabilités. Bien sûr. Bien Hein, sûr. ils ont un droit de regard et après, voilà, parce que le report de la transaction, voilà, ils l'assumeront peut-être. On peut peut-être même imaginer, sans se mettre hors la loi, qu'un diagnostiqueur actualise, c'est-à-dire modifie la date du rapport qu'il a établi, sachant qu'il ne s'est rien passé entre-temps à l'intérieur du logement et sur le logement et sur le bâti. On peut peut-être imaginer aussi des accommodements de cet ordre-là. Benjamin, une question sur les valeurs. On a évidemment des questions là-dessus. On parlait de valeurs locatives commerciales tout à l'heure. Vous avez été très clair. Vous n'avez pas été le seul. Valérie Oisan aussi. Sur le logement, parce que tout le monde se le demande. On est dans le 17e arrondissement sur un territoire où les logements sont chers. Certains peuvent espérer qu'il va y avoir une correction, comme on dit dans le métier, des prix à la baisse. D'autres ne s'engagent absolument pas et ne veulent pas prédire l'avenir, même immédiat, parce qu'encore une fois, on parle de 15 jours ou 3 semaines. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous avez déjà l'expérience, ou vos confrères, de prospects qui rediscuteraient, ou au contraire, la vie suit son cours? Et moi, tout simplement, hein, j'ai 2 transactions où les prix ont été renégociés. Voilà, on était avant la signature de la promesse de vente. Les acheteurs étaient vraiment acheteurs, les vendeurs étaient vraiment vendeurs et ils ont renégocié à la baisse le prix parce qu'ils imaginent que le marché sera différent. Alors, ce n'est pas dans le 17e, mais c'est dans Paris. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 2 mois de vide en transaction, dans le neuf comme dans l'ancien. Quand je dis de vide, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles transactions qui se sont faites. Moi, je pense qu'on va devoir faire preuve de la plus grande des prudences. Je pense que ce n'est pas les transactions de demain qui sont à risque, c'est plutôt les transactions d'après-demain. C'est-à-dire que lorsque toutes les aides qui auront été données aux personnes physiques, toutes les aides qui auront été données aux entreprises, je pense notamment au PGE, eh bien, dans 6 mois, lorsqu'on devra reprendre le cours de la vraie vie économique et pas de la vie par la dette, eh bien, à ce moment-là, on verra effectivement un nouveau cycle, j'imagine, de la transaction. Il faut savoir que l'immobilier n'a fait que n'était qu'à la hausse depuis des années. Et qu'aujourd'hui, je crois que c'est en 5 ans que les prix parisiens ont augmenté de plus de 30%. Enfin, c'est 37%. 37%. Merci Henri. C'est colossal. Et donc, j'imagine que s'il devait y avoir une correction, moi, je fais partie de ceux qui pensent que le marché, voilà, le marché va corriger. En tout cas, la ligne directrice que nous avions actuellement. Et finalement, est-ce que finalement, c'est plus mal? Voilà, c'est le point d'interrogation que je pose. Merci beaucoup. Je vais remercier, parce qu'on arrive à la fin de ces 2 heures qui ont été très denses. Je crois qu'on n'a négligé aucune des principales questions qui nous ont été posées par les participants habitants du 17e. Peut-être professionnel aussi, de l'immobilier. Il va appartenir à Agnès Toury de conclure. Je remercie Valérie Oisan du temps qu'elle nous a consacré, de l'expertise qu'elle nous a donnée, mais aussi Marie Ribeiro, avec tout autant de chaleur, en rappelant que la DIL, à longueur de temps, donne ses conseils aux propriétaires occupants, à ceux qui veulent le devenir, aux investisseurs, aux copropriétaires, avec la spécialité du logement. Hein, le L d'Adil, c'est le logement. Et je remercie François-Emmanuel Bourrel et Benjamin, qui est encore face à moi, de s'être livré à cet exercice aussi, avec beaucoup de transparence. Madame Toury, à vous. Merci beaucoup à l'UNIS pour son partenariat avec la mairie du 17e, à la présence de l'ADIL de Paris, cette fois-ci que j'ai trouvé aussi très positive pour répondre à des questions très pratiques
également et très précises. Merci à la présence de Valérie Oisan, avocate plus spécialisée, si j'ai bien compris, dans le droit immobilier, mais également le droit pour les commerçants, à François-Emmanuel Borel, à Benjamin Darmouni, pour leur professionnalisme à chacune de ces réunions que nous organisons jusqu'à présent. Je pense que les habitants du 17e, on voit qu'il y a des témoignages très positifs, donc merci à vous pour vos témoignages. Effectivement, ça répond à beaucoup de questions. Sur les prochaines fois, peut-être mettre en place un ordre du jour, mais ce n'est pas si simple de mettre en place un ordre du jour puisque on répond en fait aux questions et que c'est un chat, donc on répond progressivement aux questions qui sont amenées. Merci donc à tous et principalement à M. Buzicazo qui anime tout cela avec beaucoup de facilité pour tout le monde. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci. Merci, à bientôt.